Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Aujourd'hui, on va partir à la découverte de l'Audi 200 qui, en son époque, fut la berline la plus puissante du monde. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu plus en détail de la version 200 avant Quattro 20 soupapes. Derrière ce nom à rallonge se cache en réalité la dernière création de DNA Collective à l'échelle 1/18e. Justement, dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu plus en détail cette belle nouveauté. Comme d'habitude, vidéo en 3 temps. Première partie, on découvre la miniature en musique. Deuxième partie, je vous parle un petit peu de l'histoire de l'Audi 200. Et dans un troisième temps, je vous décortique en détail la miniature. On commence donc en musique, et c'est maintenant, go! Je vous le disais en introduction, voici donc l'Audi 200 avant Quattro 20 soupapes de DNA Collective ou 1/18e. Bon, derrière ce nom à rallonge, il y a quelques petits points qu'il faut éclaircir. On va commencer en remontant un petit peu le temps en 1968. À cette époque-là, il n'y a pas encore d'Audi 200, mais il y a l'Audi 100 qui apparaît au catalogue avec le type C1, c'est-à-dire la première génération d'Audi 100. L'Audi 100, c'est une grande berline, on pourrait même dire qu'elle tend clairement vers le luxe, mais elle se positionne en réalité comme une grande routière. Et c'est seulement quelques années plus tard qu'il y a une deuxième génération d'Audi 100 qui apparaît, le modèle C2. Et là, ce coup-ci, on est sur un style un peu plus moderne, un peu plus dans l'air du temps, on va dire, avec clairement des codes qui s'inspirent des modèles qui arriveront dans les années 80, avec des formes beaucoup plus taillées à la serpe. La recette plaît beaucoup, mais chez Audi, on se rend assez vite compte que la concurrence est assez féroce, avec notamment en face la BMW série 7 et la Mercedes 280 CE. Si bien qu'Audi part d'un constat, c'est tout simplement que l'Audi 100, c'est une excellente voiture, mais on pourrait aller encore plus loin en matière de luxe et de suréquipement et de performance. Alors pour ça, bien sûr, il y a la solution de faire une Audi 100 sport ou plus luxueuse, mais comment l'appeler et comment lui donner une vraie personnalité dans la gamme? Et bien c'est justement en partant de ce constat qu'est née l'Audi 200. Alors celle-ci, elle se base sur le modèle C2, mais c'est réellement en 1983 que le type C3 de l'Audi 200 verra le jour et connaîtra un beau succès. L'Audi 200, c'est justement une Audi 100 de luxe qui comprend notamment un ordinateur de bord, des sièges enveloppants et chauffants, des rétroviseurs électriques, des boiseries dans l'habitacle, de belles selleries en cuir et 4 vitres électriques. Ça, c'est juste la partie émergée parce que de base, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. C'est vraiment une voiture qui intègre beaucoup de codes de luxe et la recette marche super bien. D'ailleurs, lorsqu'elle a été lancée, l'Audi 200 de type C2 avait que des moteurs 5 cylindres et notamment une version avec un moteur turbo. C'est celle qu'on appelait la fameuse Audi 200 5T. Seulement, quand le type C3 est arrivé, on était sur des puissances d'environ 182 chevaux pour la version turbo. C'était déjà très bien, mais chez Audi, on s'est rapidement dit qu'il fallait essayer de couvrir un peu plus de besoins, avec notamment le développement de la version break. Alors chez Audi, les breaks, on les appelle avant. Et globalement, c'était un type de carrosserie qui était très convoité et qui a beaucoup plu. Il faut dire d'ailleurs que le modèle que vous avez face à vous, c'est une Audi 200 avant donc. Et on a un dessin de la lunette arrière qui est vraiment assez joli. Enfin, personnellement, j'aime beaucoup. C'est à moitié une ambiance break de chasse tout en conservant un très beau volume de coffre. Mais je vais pas m'étendre plus que ça là-dessus parce que je voulais justement vous parler de la version 20 soupapes. D'où le 20V qu'il y a dans le nom. En réalité, lorsque l'Audi 200 avant a été commercialisée, elle avait donc des moteurs
essence exclusivement, qui allait de 136 à 200 chevaux. Pour aller encore plus loin, il a été décidé, en 1984, de réaliser une version avec un moteur à 20 soupapes. Ça permettait donc d'avoir un meilleur rendement et d'afficher une puissance généreuse de 220 chevaux. Alors pour rappel, on est au milieu des années 80, c'est déjà une puissance extrêmement respectable. Ça permettait de pointer jusqu'à 240 km/h et de disposer de 315 Nm de couple. Le 0 à 100, il est effectué en un petit peu moins de 9 secondes, ce qui est vraiment pas mal du tout pour l'époque. L'Audi 200, elle a donc connu une belle carrière. Elle est souvent restée dans l'ombre malheureusement, mais ceux qui savent l'apprécier en sont généralement conquis. Il faut dire qu'elle a pas mal de choses pour elle. Elle a un design qui est moderne, qui est entré sans difficulté dans les années 90. Elle avait de belles couleurs, de beaux intérieurs, une dotation très raisonnable et des motorisations qui étaient assez savoureuses. D'ailleurs, je ne l'ai pas énoncé plus que ça, mais ici on a une version quattro, c'est-à-dire que les 4 roues sont motrices, mais pas directrices. Et donc ça permettait d'avoir un bien meilleur grip et de passer plus facilement la puissance au sol tout en ayant une meilleure sécurité de conduite sur la neige par exemple. C'est donc l'Audi 200 avant que je vais vous présenter aujourd'hui en miniature. D'ailleurs, on va pas attarder plus que ça, on va directement passer à la présentation de la miniature. J'arrête le platal et je vais m'armer de mon téléphone pour qu'on découvre un petit peu plus en détail la miniature. Donc on va commencer par parler un petit peu de l'avant. Alors, au niveau de l'avant justement, eh bien, c'est relativement simple. Alors, il faut savoir que lorsque l'Audi 200 a été présentée, elle se distinguait, du moins sur le type C2, par le fait qu'elle avait des optiques à 4 projecteurs, tandis que l'Audi 100 n'en avait que 2. Globalement, l'Audi 200 a vraiment été pensée comme étant une 100 de luxe. Et elle s'en démarque justement par des petits détails que seuls les initiés perçoivent. Et ça, j'aime beaucoup cette philosophie. Bon, au niveau de la miniature, on a des optiques qui sont vraiment très belles. Les points de fixation sont relativement discrets, les ajustements sont plutôt bons. La calandre, elle arbore un logo quattro, c'est une calandre qui est percée. Le logo Audi est bien reproduit également, on a une belle finition, on a une belle profondeur également. Alors la photo gomme un petit peu cette impression, mais je peux vous assurer qu'en réalité, quand j'ai la miniature face à moi, avec le recul que j'ai, eh ben, ça rend superbement bien. Deuxième optique qui est similaire à la première, bien entendu. On a également des catadioptres ici qui de mémoire sont les clignotants. La grille de pare-choc est également percée, ce qui améliore là encore grandement le réalisme. Les plaques d'immatriculation sont personnalisées, vous avez un tutoriel là si vous voulez voir comment on fait. Et d'une manière générale, on a vraiment un avant qui est joli et très statutaire. D'ailleurs, les plus observateurs noteront également qu'on a un capot qui est bosselé. Alors, est-ce que c'était une raison d'ordre esthétique ou alors est-ce qu'il y avait vraiment une fonction pour mieux loger la motorisation? Je ne sais pas. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Passons maintenant au niveau des essuie-glaces qu'on distingue assez peu, mais qui sont bien reproduits avec de jolis détails. On distingue bien le balai avec son bras. Enfin, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, si vous ne connaissez pas DNA, il faut que je vous parle un petit peu de cette marque. Donc, c'est une marque qui est basée en Suisse et les 4 auteurs s'attellent à reproduire des modèles oubliés. Et je trouve que cette Audi 200 a légitimement sa place dans la gamme. Ils réalisent uniquement des miniatures en résine, c'est-à-dire qu'elle ne dispose pas d'ouvrant, ça serait trop friable et trop fragile. Mais globalement, on a un niveau de finition qui est très bon, avec beaucoup de détails, et chaque nouvelle production est l'occasion de voir les améliorations qui sont faites par l'équipe. Et je trouve ça très satisfaisant. Alors ce modèle-là, DNA a choisi de le faire avec le pack chrome, qui apporte des chromes aussi bien au niveau des contours de vitres que sur les bas de caisse et les entourages de pare-choc, mais également les barres de toit. Ça apporte une touche un peu plus luxueux, et puis il faut dire que là, on est dans les années 80, le chrome, c'était encore relativement à la mode, ça n'avait pas encore été ringardisé. Alors la couleur, je me suis même pas attardé dessus, honte à moi, c'est un magnifique bleu qui a un brillant absolument superbe. J'ai vraiment craqué sur cette teinte. D'ailleurs, on peut bien voir que les pigments sont magnifiques, c'est un très beau bleu métallisé. Si vous aimez pas trop le bleu, d'ailleurs, il y a 3 autres coloris qui sont disponibles. Il y a une version blanche, une version bordeaux et une version noire. Dans tous les cas, vous avez ce bel intérieur clair qu'on va découvrir un petit peu après.
Sur l'Audi 200 Turbo, on a également des jantes spécifiques avec des branches relativement fines qui ressemblent presque à des enjoliveurs, pourtant ce sont bien des jantes alliages. De mémoire, c'est du 16 pouces. Elles sont plutôt bien reproduites, alors elles ont un aspect un petit peu plastique, on va pas dire le contraire, mais globalement ça va. Les pneus, ça aurait été sympa qu'ils aient un petit ornement, ne serait-ce que pour leur donner un petit peu plus de texture. Mais je peux comprendre la volonté aussi de DNA, ça permet d'avoir un style un peu plus épuré, et ça en fait tout de même un très bel objet de collection. Sur le bas des ailes, on a également le logo Audi qui apparaît. Alors c'est pas les anneaux, c'est vraiment le logo Audi de type commercial. Au niveau du profil toujours, on a donc des ajustements qui sont très sympas. On distingue bien la poignée avec sa serrure, qui est une pièce rapportée en plastique. Les bas de caisse sont également bien alignés, tout comme les protections de carrosserie. Enfin, c'est vraiment très très sympa. Alors les vitres prennent excessivement les reflets, mais dès qu'on n'a pas ma grosse boîte à lumière en face, le rendu est tout à fait bon. Donc c'est plus un défaut d'image que dans la réalité. Alors l'intérieur, c'est dur de pas en parler pour l'instant, mais on va conserver la trame des vidéos habituelles. L'arrière est très joli également. Ce que j'aime bien, c'est qu'on voit bien qu'on a des raccords ici et des raccords ici. À l'époque, le break était pas abordé de la même manière qu'aujourd'hui. De nos jours, les breaks, il y a toujours une approche un peu façon break de chasse. On essaie toujours de rendre le break le plus sexy possible, quitte parfois à sacrifier un petit peu le volume de coffre. Là, on est vraiment sur le break à l'ancienne. Alors pour autant, on n'a pas une coupe trop carrée non plus, comme on peut avoir chez Volvo, mais on a tout de même un volume qui est préservé et une vitre qui est assez imposante. On voit bien que là, on est clairement sur un break où on peut tout mettre dans le coffre. Donc ça a quand même son charme, ces gros breaks. Au niveau de l'arrière, il y a beaucoup de choses à découvrir, et ça c'est génial. On a déjà cet épais bandeau de feu qui est relié derrière la plaque d'immatriculation. Alors les optiques sont vraiment très très belles, bien que proéminentes, mais c'est comme dans la réalité. Enfin, c'est très joli, les points de fixation sont très discrets, c'est vraiment super sympa. On a également la serrure de coffre qui apparaît un peu en dessous de la plaque d'immatriculation. Le pare-choc qui est relativement simple, et on note également une coquetterie, c'est la double sortie d'échappement. Il faut dire que dans les années 80, on commence à exhiber clairement les sorties d'échappement, on ne cherche plus à les camoufler. Le but, c'est également de montrer la sportivité. Pour autant, Audi a conservé quand même une ligne relativement traditionnelle pour un break, donc ça fait vraiment la touche que seuls les initiés vont percevoir. Au niveau de la lunette arrière, alors là, il y a une petite spécificité. Outre les lignes de dégivrage, on a le logo Audi qui est intégré justement dans les lignes de dégivrage. Ça, c'est le genre de petits détails que j'adore. Mais surtout, il y a un gimmick que l'on trouve, c'est que la lunette arrière est en deux parties. Et ça, on le retrouvera notamment sur l'Audi A2. Si vous ne savez pas ce qu'est une Audi A2, j'ai fait une petite vidéo sur le sujet ici. On a également l'essuie-glace arrière, et là c'est très marrant parce qu'en fait, il semble perdu au milieu de cette lunette arrière. Mais on perçoit que les moteurs ont été intégrés directement sur un support qu'on a derrière. Donc là encore une fois, l'essuie-glace arrière n'est pas gracieux du tout, mais il répond à un besoin fonctionnel avant tout. Et voilà, je ne vais pas m'éterniser à vous parler davantage d'essuie-glace, c'est pas le sujet le plus passionnant. Bon, toujours est-il que au niveau du style, on est vraiment sur une très belle pièce. D'ailleurs, je vais la faire tourner un petit peu, histoire que vous la voyez un petit peu sous tous ses angles. Voilà, le plateau retourne. On est clairement sur une très belle pièce. Je trouve qu'elle rend vraiment très très bien. Alors ce qui est un peu perturbant, c'est que la miniature est relativement légère. On pourrait s'attendre à quelque chose de très lourd, vu que c'est de la résine notamment. Mais non, DNA a réussi à trouver un bon équilibre. Alors est-ce que c'est pour réduire les coûts du transport en réduisant la masse? Est-ce que c'est tout simplement la volonté de faire des miniatures qui sont un petit peu plus légères? Je sais pas. Mais toujours est-il que voilà, on a vraiment un sentiment de qualité avec cette miniature-là. D'ailleurs, je me suis même pas attardé dessus, mais on a également une très belle antenne de toit qui est, ma foi, un petit peu proéminente, je le conçois. De nos jours, on verrait plus ça, mais à l'époque, l'antenne de toit, on cherchait pas à la camoufler. Bon, on va maintenant s'attarder un petit peu sur la miniature, sur l'intérieur de la miniature. Je me rends compte d'ailleurs que j'ai oublié de vous parler un petit peu des logos arrière, qui sont également de très belles pièces. Alors là, on est sur de la pièce rapportée.
et ça rend super bien également, avec le logo 20 soupapes et le logo Quattro qui apparaît de nouveau. À l'époque, on exhibait clairement la motorisation qu'on avait, et c'était une époque que j'aimais franchement pas mal. Bon, maintenant, si on passe à l'intérieur, donc je vais pas ouvrir la porte puisque je rappelle que c'est une miniature en résine et donc sans ouvrant, mais on va faire notre commère et on va regarder par la fenêtre. Alors déjà, on a des contreportes qui sont plutôt réussies, donc on perçoit bien l'intérieur avec les boiseries, donc on est sur une texture bois rapportée bien sûr, hein, c'est pas réellement du bois. On a également les poignées de porte qui sont plutôt jolies. Bon, les contreportes, c'est clairement pas ce qu'il y a de plus incroyable, mais voilà, ça a le mérite d'être là, et c'est pas mal niveau réalisme. On a également des sièges qui sont plutôt réussis dans l'ensemble. Alors, ils n'ont pas de texture particulière, mais ils sont bien modélisés. On a également ces superbes appuis-têtes troués. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne verrait plus de nos jours, mais à l'époque, c'était quand même relativement commun. Les fermoirs des ceintures sont également bien reproduits, donc ça, encore une fois, c'est sympa aussi. La console centrale est également plutôt jolie aussi. Le levier de vitesse est cerclé de bois, ça c'est le genre de détail que j'adore, avec les numéros des rapports qui sont gravés dessus. Le volant est plus conventionnel, mais bien reproduit également. D'ailleurs, je vais passer de l'autre côté, c'est peut-être plus simple. Voilà, on perçoit mieux la console centrale. Console centrale sur laquelle on retrouve les différentes commandes. Alors dans les années 80, chaque bouton avait sa fonction. C'était une époque que j'aimais bien aussi. Et ça rend bien. Les fonds de compteur et jauge, il n'y en a pas moins de 7, ce qui est assez exceptionnel. Mais c'est bien reproduit également, ça fait très bien le travail. On voit qu'ils ont tous et toutes été imprimés. Donc là, encore une fois, en matière de réalisme, c'est très bon. Donc on peut dire que c'est un bel intérieur. D'ailleurs, on notera également qu'on a des ceintures de sécurité qui sont en tissu, avec des boucles qui sont en photodécoupe. Donc ça, en matière de réalisme, c'est très très bien. C'est quelque chose que j'aimerais voir dans toutes les miniatures, même si techniquement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à mettre en œuvre. Toujours est-il que voilà, on est sur un bel intérieur, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, si j'arrive à faire ma mise au point. On a également les filets de rangement qui sont placés derrière les sièges. La finition globale est bonne, elle est très très bonne. Il manquerait juste un petit peu de flocage au sol, ce qui aurait été sympa. Après, on voit pas forcément trop l'intérieur non plus, donc c'est pas si dérangeant que ça. Mais voilà, on est clairement sur un bel intérieur. Au niveau du coffre, il y a de la place, il y a beaucoup de place. Bon, la reproduction est simple, mais elle a le mérite d'être là. Voilà, il n'y a trop rien de plus à en dire. Et si on essaie de filmer un petit peu depuis l'avant, bon, on perçoit plus distinctement les appuis-têtes avec les différents éléments. Également le bas de la console avec pas mal de détails et notamment le téléphone intégré. Alors ça, c'était l'option à avoir à l'époque. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu de l'intérieur de cette miniature-là. Donc on est clairement sur un bon niveau, c'est pas exceptionnel, mais c'est très satisfaisant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de ce modèle-là? Déjà, il prend un petit peu de place, on le voit bien au niveau du plateau. Au niveau du châssis, j'ai oublié de m'attarder dessus, on a des pneus qui sont en caoutchouc, et on a la miniature qui est numérotée. Chaque châssis porte un numéro qui court de 001 à 299 pour chacun des 4 coloris. Alors ici, c'est le numéro 184 exclusivement pour le modèle bleu, mais si vous prenez un modèle noir, par exemple, vous pouvez également avoir le numéro 184 du coup. Voilà ce que je pouvais vous en dire un petit peu. Alors au niveau du prix de vente de cette grande miniature qui fait bloquer mon plateau, on est sur 159,59 €. Alors vous me direz, ça peut être une somme assez importante. Oui, certes, mais il y a un élément qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on est sur un petit tirage. Moins il y a d'exemplaires, plus la miniature revient chère. C'est mathématique, c'est logique. Donc, je dirais quand même que pour 159 €, c'est une miniature qui vaut clairement son prix. C'est un modèle qui n'avait jamais été fait à l'échelle 1/18e, et rien que pour ça, c'est assez exceptionnel de pouvoir l'avoir dans sa collection. En plus, j'adore le look vraiment qu'elle a, enfin, c'est vraiment le break à l'ancienne, et dans ma collection, honnêtement, je suis très content de l'avoir. Bon, je vais pas m'attarder plus que ça non plus sur cette miniature-là. Si vous voulez la commander, vous avez une fiche ici,
mais également un lien en description. Moi je vous dis à dimanche prochain, prenez soin de vous et de votre famille, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville et en vacances, et bye bye, salut!